Bonjour, Bertrand Bateau, donc moi je suis dans l'Aube, en agriculture de conservation des sols, et j'ai commencé alors ça s'appelait pas comme ça à l'époque, on appelle ça semi-direct, TCS, comme vous voulez. Moi j'ai commencé ça il y a 20 ans. Au début c'était je voyais juste l'angle mécanisation, réduction de travail du sol, et réduction des besoins de puissance. J'ai une partie de ma ferme qui est en argile très humide. À l'époque, 200 tracteurs faisaient 220 chevaux, avec 6 fers, vous labourez pas 1 hectare à l'heure. Et puis derrière, c'est loin d'être semé, c'est des parpaings qui font 2-3 mètres de long. Enfin, vous connaissez le labour bien ciré. J'ai voulu arrêter tout ça et j'ai commencé à semer mes blés, etc. en direct. Donc réduction, mais je voyais que l'aspect machinisme. Donc ça se situe au nord-est de Troyes. Pour ceux qui connaissent, pas très loin des lacs de la Forêt d'Orient. J'ai une partie de mon exploitation en zone de craie et l'autre partie en champagne humide. Donc l'assolement, ça c'est l'assolement de cette année, assez diversifié, c'est une culture assez classique chez moi. Par contre, moi j'en ai souvent, mes voisins en font pas autant que ça, quoi. On va retrouver les mêmes, mais on va retrouver 4 ou 5 cultures sur une ferme. Chez moi, il y en a souvent 9, 10, des fois 12 cultures en même temps sur l'exploitation. Et on va dire, le sud ici, c'est champagne humide, le reste, c'est de la craie. Même si c'est pas encore la craie qu'on va trouver, les terres faciles qu'on va trouver sur Arcé-sur-Aube, etc., où c'est plutôt des craies blanches et froides. Donc j'ai entre 7 et 12 cultures, ça dépend des années. Donc entre céréales, blé, orge de printemps. Cette année, il y avait de l'orge d'hiver, mais c'est une culture que j'arrête. Et je vais remplacer ma dizaine d'hectares d'orge d'hiver par des pois d'hiver que je vais augmenter la surface de pois d'hiver. Pourquoi les pois d'hiver? Parce que je retrouve les rendements qu'on faisait en bois dans les années 80. Je ne sais pas très bien pourquoi, moi j'explique ça par le sol qui redevient vivant, enfin qui est redevenu vivant. Et surtout, ça me permet de libérer des terres de très bonne heure, et donc de semer des couverts de bonne heure, et ça me fait les premiers couverts à pâturer par les bestioles. Soja, ça c'est une culture que j'ai commencé aussi il y a une grosse quinzaine d'années. Maintenant ça se développe dans le secteur, et ça c'est uniquement réservé à la champagne humide. Le soja et la craie, on oublie, quoi. Et j'ai remis des prairies temporaires, bon, un peu de prairies permanentes, c'est juste la petite parcelle là qui est autour de la vergerie, parce que c'est pratique d'avoir 2 hectares de prés autour de la vergerie, et des prairies temporaires dans l'assolement. Autrefois, je faisais de la luzerne déshydratée, j'ai arrêté il y a 7-8 ans, pour remplacer ces surfaces-là par la même surface, 15 hectares, de prairies temporaires. Donc moi je vais surtout axer ma présentation sur l'aspect agronomique. Antoine reviendra plus sur la partie élevage, couvert, etc., pâturage. Pourquoi, comme je vous ai dit, en 92 il y a eu les jachères. Moi j'ai commencé à faire des premiers essais de semis direct. On a cherché à diminuer le besoin de puissance, et puis on s'est rendu compte que derrière le non-travail du sol, il se passait quelque chose. C'est l'augmentation de l'activité biologique. La battance, le croûtage ont complètement disparu. Les sols alors j'ai mis réchauffement, c'est pas tout à fait vrai au printemps. Si on gratouille pas un petit peu, on a du mal à réchauffer. Par contre, les sols se colorent. Et ça, c'est très très clair. Et surtout, une structure qui devient verticale, et avec une continuité qui descend maintenant en profondeur. En champagne humide, quand mon père labourait, on avait grosso modo 20-25 cm de sol pour respecter les racines, et en dessous on avait un glaise, il ne se passait rien. Maintenant, dans ces mêmes terres, les racines de blé descendent à 1m20, 1m30 sans aucun problème, la structure est continue, et l'eau maintenant descend, donc les mouillères ont disparu. Il n'y a plus cet engorgement de surface, donc les drainages sont plus efficaces. Et là, ça me recrée des mouillères, par contre, parce que les drainages sont plus efficaces, mais il y a aussi les drainages qui ont été posés par, on va dire, les moines, au Moyen-Âge, les drainages en poterie, qui se remettent à marcher, sauf qu'ils vont nulle part. Et il n'y a plus de connecteur au bout. Donc là, ça me crée des mouillères, j'ai mis un moment à le comprendre, ça. Et maintenant, maintenant j'ai à peu près tout fini, j'ai plus d'exemples comme ça.
Au bout, à l'endroit où ça source, on capte et puis on emmène au réseau de drainage actuel et puis le problème est réglé. Ça permet ce genre de technique de réduire les frais de mécanisation par rapport à l'ancien système du temps de mon père. C'est une division par 3 à peu près des consommations de carburant. Et donc bon, c'est pas tellement pour le carburant en tant que tel, on va dire, c'est pas le fuel hectare qui coûte cher, mais par contre, quand vous avez quand vous consommez un litre de fuel, en général, il y a quelqu'un assis sur le siège, il y a une machine qui s'use derrière. Donc maintenant, moi, avec une quarantaine de litres de fuel hectare, j'arrive à faire l'exploitation. Il y en a 20 dans la moissonneuse, avec les 20 qui restent, on fait le reste. Réduction possible des engrais APK. On fabrique beaucoup d'azote avec les couverts. Maintenant, on arrive à faire cette année, on parlera des couverts après, mais il y a certaines variétés de veste et certains types de couverts, on arrive à 280 unités d'azote dans le couvert quand même. Donc là, ça commence à causer, on est sur des 10 tonnes de biomasse. Là, ça commence à taper fort, quoi. Et en plus, là, c'est des couverts qui vont être extrêmement couvrants, il n'y a aucune mauvaise herbe dessous, il n'y a aucun campagnol qui arrive à survivre là-dessous, ils sont dans le noir absolu. Et dans certains cas, réduction des traitements phytosanitaires. Derrière un chanvre, un semi-direct blé, un demi-litre de glyphosate, et ça donne souvent des blés qu'on n'est pas obligé de désherber, il n'y a pas de graminées, il y a des fois pas de tout d'antidicote. Et moi, ça fait 10 ans que je n'ai pas utilisé d'insecticide sur mon exploitation, sans dégâts. Parce que pour utiliser ça, c'est facile. Mais sans dégâts, par exemple, l'hiver 2015-2016, justement l'hiver, la caractéristique de l'hiver, c'est qu'il n'y a pas eu d'hiver. Des populations de pucerons qui se sont développées un peu partout sur céréales. Mon technicien de COP, en faisant les comptages avec moi, il dit bon, là, tu es largement sur les seuils de traitement, peut-être que tu traites. Qu'est-ce que je fais? Je traite pas, je tendais un peu le dos. Et puis j'ai fermé les yeux, j'ai attendu le printemps. En tendant un peu le dos quand même, quand je voyais les premiers échos dans la plaine, il y a la jaunisse partout, les orgiariens, tout est bourré de jaunisse. Pas chez moi. Chez moi, on n'a pas trouvé de jaunisse. Ou des ronds grands comme une assiette dans 10 hectares. Donc on avait 3 ronds grands comme une assiette. Donc en fait, mes auxiliaires ont fait leur boulot, sauf dans les endroits en Champagne humide qui ont inondé à cause des pluviométries. Là, les auxiliaires, ils n'aiment pas l'apnée. Donc ils ont foutu le camp et là les pucerons se sont mis sur les feuilles. Parce que bon, ça a inondé un peu Champagne humide parce qu'on a eu un hiver particulièrement arrosé. Et puis c'était ensuite des opportunités pour l'élevage. Donc j'ai fait, on va dire, une dizaine d'années de semi-direct avec des couverts sans élevage. Et puis un jour, j'ai recréé un élevage. Donc il y a 10 ans maintenant. J'ai fait mon étude en 2006 et puis Noël 2006 j'ai signé avec un constructeur la construction d'une bergerie, j'ai acheté des aliens qui sont arrivés au printemps 2007. Ça c'est la même parcelle. Entre les deux il y a juste eu un coup de compile pour ceux qui connaissent, une bêche roulante, il n'y a pas eu de chimie. Et entre le couvert et la sortie des brebis, on a fait juste ça. Et c'est une parcelle qui est prête à se faire en betterave, il n'y a rien d'autre de fait. Il y a eu sur cette parcelle-là, au moment du suivi des betteraves, donc en mars, un peu de glyphosate pour tuer. On voit un petit peu de verre quand même, c'est les repousses de céréales qui sont toujours là. Et si on ne les tue pas, chimiquement, on est obligé de travailler le sol, et ça c'est quelque chose que je ne veux pas faire pour ne pas perturber justement mon biotope mis en place pour mes petites bestioles, mes auxiliaires. Donc la suite logique, ça a été pour moi la création d'une troupe de 450 brebis. Bon, maintenant on est plus près des 500. Fin 2006, donc une de mes motivations, c'était l'embauche d'un salarié à temps plein. J'étais tout seul sur l'exploitation. J'avais des responsabilités dans la filière chanvre, à savoir j'étais président de la Fédération nationale et de l'interprofession. Donc quand j'étais parti 2 jours par semaine de l'exploitation, il ne s'y passait rien. Donc je voulais embaucher quelqu'un, je l'ai fait, et valoriser des sous-produits, c'est-à-dire c'est les couverts.
C'est une alimentation que je considère gratuite dans la mesure où si j'étais pas éleveur, je ferais quand même des couverts et ça serait les mêmes. C'est des pailles et des repousses de graminées porte-graines. Quand je fais des graminées porte-graines, derrière un raigra porte-graines, ça repousse, on peut pâturer. Les pailles, c'est pareil, on peut les presser, les rentrer. Je suis betteravier, donc c'est des pulpes de betterave surpressées qu'on peut ramener sur l'élevage et consommer. Et donc avoir des synergies entre élevage et conculture. Donc en 2007, on a construit ça, c'est la bergerie. Pourquoi le mouton? Parce que ça aurait pu être autre chose comme élevage, si on considère que l'aspect main-d'œuvre. C'est déjà parce que pour valoriser ce que j'avais à valoriser, c'est forcément ruminant. Donc si j'exclus les bisons et autres, et autres choses, c'est vaches ou moutons. Bon, c'est une histoire d'affinité personnelle déjà. Les vaches, ça ne me plaisait pas beaucoup plus que ça. C'est surtout que c'est beaucoup plus facile à contenir, à déplacer et à moins coûteux, on va dire, dans un bâtiment. C'est un taux de croissance élevé. Comme disait tout à l'heure, je ne sais plus qui a dit ça, c'est toi Laurence, ça va extrêmement très vite. Entre l'arrivée des premières agnelles, le 23 avril 2007, et le départ des premiers agneaux à l'abattoir, ils sont partis le 23 avril 2008, il y a eu un an jour pour jour. En 2007, j'avais pas le permis de construire, la verge n'était pas construite, les agnelles arrivaient dans la cour. Un an plus tard, les premiers agneaux partaient à l'abattoir, c'est-à-dire qu'on commence à payer sa première annuité avec des agneaux qu'on vend. Et c'est un investissement, bon, c'est la viande la plus chère du marché par rapport au bovin. Ça pousse vite un agneau, on fait assez facilement 300 grammes jour de GMQ. Pour aller 20 kg de carcasse. Pour avoir 400 kg de carcasse, ça va faire un bovin. Bon, en calcul de point de table, vite fait. 20 agneaux pour un bovin, avec 20 agneaux, je sais faire 6 kg au jour. Avec un bovin, ça va être moins facile. Et c'est un retour de financement rapide, c'est-à-dire qu'on pour faire on fait un cycle, au moins un cycle par an. Donc pour faire une génisse de 36 mois, il ne faut pas loin de 3 ans. Donc on va plus vite comme ça. Et les investissements sont moins élevés. Donc en 2007, j'ai rentré d'abord 230 agnelles Roman. J'en voulais plus, mais trouver 400 agnelles d'un coup, c'est pas forcément extrêmement simple. On a aménagé un bâtiment existant pour les loger. Ça, c'est aussi un avantage du mouton, c'est que un auvent, un coin de bâtiment, du moment qu'on puisse passer l'engin ou si ça peut être une brouette, hein, pour les nourrir, et ben c'est bon, c'est parti, quelques barrières et c'est fait. Donc moi j'ai construit une bergerie neuve en parallèle, et puis ensuite matériel d'élevage, de télescopique, des rouleuses à paille et ce genre de choses. L'ensemble du projet à l'époque, c'est un peu moins de 200 000 €. Tout compris, donc la troupe, le bâtiment, le matériel, alors pas forcément neuf, mais en occasion, on va dire fonctionnelle. C'est sûr que c'est important, mais 200 000 € dans ma région, si vous en achat de terrain, vous allez reprendre une vingtaine d'hectares. Avec 20 hectares avec le même investissement, je ne change pas mon exploitation, quoi. Je l'agrandis un peu, et c'est plus facile d'amortir 200 000 € et de retour sur investissement dans une bergerie que dans des terres. Donc je nourris avec en bergerie des pois, enfin pulpe surpressée, des pois ou du tourteau de colza. Maintenant c'est plus souvent de la luzerne déshydratée. Je préfère vendre mes pois et racheter de la luzerne. Je suis dans une région de production. La Désy est à 4 km de chez moi. Donc je vais chercher ma luzerne à la Désy, pour des minéraux. Et puis la paille de blé, je ne fais pas de foin. Pourquoi je ne fais pas de foin? Parce que j'ai calculé mes pâtures juste pour les besoins de la troupe, entre la sortie à l'herbe et l'agnelage. Si je voulais faire des foins, il faut augmenter la surface de prairie, donc c'est diminuer celle de grande culture, ça j'y tiens pas trop. Deuxième raison, les foins ça se fait en général mai-juin. C'est une époque où c'est calme sur l'exploitation. En grande culture, c'est joué.
Les bêtes sont dehors, donc c'est l'époque où je peux faire autre chose, on va dire. J'ai pas envie de me remettre une période de pointe de boulot sur le dos. Troisième raison, les foins sont un excellent système, un excellent moyen de salir de salir des monts de culture. Dans le foin, il y a des graines, de régras, de ce que vous voulez. Vous mettez ça devant le mouton, les graines vont dans le fumier va dans les champs, et on ressalit les parcelles. Donc le foin, j'évite de l'utiliser. Donc j'en fais pas. Donc l'agnelage, chez moi maintenant, alors je suis au début du système, il y avait un salarié, il fallait sortir de l'agneau, donc je tournais en 3 agnelages en 2 ans. Donc la même brebis agnelée en mars, en novembre et en août de l'année suivante, et la coupe était coupée en 2, et l'autre lot était décalé d'1 an, et donc il y avait 3 périodes d'agnelage par an, et tout le monde, et je tournais comme ça. Là on sortait de l'agneau à l'époque, et puis en 2013, je me suis retrouvé tout seul, c'est-à-dire que le deuxième salarié est parti, avec pas mal de juridiques autour, ça s'est terminé en cours d'appel, pas forcément chaud bouillant pour réembaucher. Et entre-temps, j'avais découvert des systèmes de pâturage cellulaire, enfin, d'optimisation de mon système de pâturage. Donc j'ai recalé mon système sur ces principes-là, et maintenant je suis tout seul, avec un apprenti quand j'en trouve un. L'agnelage se passe en bergerie sur une période qui est du 15 août au 15 septembre. Bon, la repasse, on l'a fait en janvier, il y a les agnelles, et puis c'est ce qui était vite qu'on fait agneler en janvier. Et à partir de cette année, les premières sont sorties autour du 5 septembre. Elles ont agnelé au 15 août. 5 septembre, ça c'est le premier lot qui ressortait avec les agneaux. Et à date d'aujourd'hui, elles sont, enfin hier, je ne les ai pas vues ce matin, mais hier elles étaient encore dehors. Donc quels effets sur l'agronomie? C'est une quasi-disparition des problèmes de limaces. Pourquoi? Je ne sais pas très bien. Est-ce que c'est le piétinement? Est-ce que c'est la fermeture de l'horizon de surface par le piétinement? Est-ce que c'est l'ingestion aussi des limaces, hein, quand il y a des brebis quand il y a des limaces dans les feuilles, quand les brebis mangent, elles montent avec. Hein. Donc ça, c'est disparu. Les campagnols, c'est pareil. Peut-être aussi pour le... Je pense que là, quand elles piétinent, elles effacent les chemins de vie des campagnols là, entre leurs terriers. Et les campagnols, sans ça, ils sont perdus. Et aussi, je pense qu'elles les font bouger, parce que dans la troupe, il y a toujours des hérons. Et des fois jusqu'à 10 ou 12 hérons qui sont au milieu des brebis. Et eux, ils ne sont pas là pour faire joli, quoi. Hein. Je pense que c'est les campagnols qui sont en train de taper. Et l'activité biologique, elle est boostée, elle est remontée d'un cran depuis le pâturage. Alors dans mes couverts, maintenant, je mets systématiquement des fleurs. Alors tournesol, radis fourragé, hein, c'est pas forcément des fleurs ornementales. Hein. Le but pour moi c'est d'attirer des insectes. Hein. Ça c'est un puceron qui est parasité par je ne sais quelle micro-guêpe. À côté j'avais fait une photo, j'ai trouvé ça dernière, c'est une naissance, hein, c'est vers de terre. Ou en bas une larve de cirfe en train de boulotter des pucerons sur un épi de blé. Ça c'est des choses qu'on constate, et chez maintenant pas mal de gens qui sont venus aussi à l'élevage, et on constate les mêmes choses. Chez toi aussi, les limaces qui disparaissent, donc il y a une synergie entre les deux. On n'explique pas tout forcément scientifiquement, mais on se rend compte que ça fonctionne, et pourquoi, après tout c'est pas très grave qu'on sache pas pourquoi. Les règles d'implantation d'un couvert, pour moi il y en a une essentielle, c'est au cul de la moissonneuse. On ne travaille pas le sol, et c'est le plus vite possible derrière la moissonneuse, pour ne pas sécher le sol. On ne broie pas les pailles, fauche haut, et on couche les pailles au sol après le semis. Surtout pas de broyage, parce que le broyage de la paille va activer la décomposition, va consommer de l'azote. Cet azote, j'en ai besoin pour le couvert. Donc ne pas broyer. Au contraire, coucher les pailles au sol, ça permet d'avoir un paillage type horticole,
et donc de limiter l'évaporation. Et ce demi-millimètre, ce millimètre que vous ne perdez pas d'évaporation tous les jours, au mois d'août, il est vachement important. Donc ça, c'est des règles. En plus, ça coûte moins cher de ne pas broyer. Et la paille la mieux répartie derrière une moissonneuse, c'est celle qui n'est pas montée dans la moissonneuse. Au niveau des espèces, alors il y a les espèces, mais il y a aussi les variétés qui sont importantes. Ça, on commence à s'en rendre compte. On fait des essais de variétés, maintenant, différentes variétés de veste, différentes variétés de pois. Il y a largement autant de variabilité entre variétés qu'entre espèces. Donc je vais peut-être amener ou à revoir mes compositions de couverts dans les années qui viennent, en faisant des plateformes d'essais, parce qu'il faut qu'on travaille un peu plus là-dessus. Ma coopérative Vivesia avait des grosses plateformes cette année. Ils suivent des variétés d'assez près, et on voit vraiment des écarts de résultats impressionnants. Quand quelqu'un me dit ça, est-ce que je peux en mettre dans le couvert, cette variété-là, cette espèce-là, est-ce que je peux en mettre? Je réponds toujours, je sais pas, mais tout ce que je sais, c'est qu'il faut mettre de la diversité. Donc le mieux que tu as choisi entre deux espèces, ben on met les deux. Alors moi, ça se compose d'avoine, alors brésilienne, avoine de rude, vous l'appelez, ou strigosa, vous l'appelez comme vous voulez. C'est grosso modo une vingtaine de kilos. Pois fourragé, 25 kilos aussi. Févrole, selon le PMG, si c'est petit, gros PMG, on va aller de 20 à 40 kilos, quoi. Ça dépend de ce que j'ai réussi à trouver. Radis structurator, lui je le mets pour ses racines, et pour avoir une réserve alimentaire au cas où on a un coup de gel, et les brebis adorent ça. Accessoirement, mes gamins aussi. Radis fourragé, lui il fait pas de grosses racines, bon, il descend à peu près la même profondeur que le structurator, hein, la racine de prune, mais il descend à la même profondeur. Par contre, il va faire des fleurs. Et des fleurs en couvert m'intéressent pour attirer tout un tas de petits insectes, de papillons et je ne sais quoi. Tournesol, c'est joli, c'est pareil, ça fait des fleurs et c'est pas cher. Et les brebis adorent ça. La première chose qu'elles vont bouffer dans un couvert, quand on les met dans un couvert où le tournesol est début floraison, là, où il y a des boutons, elles vont faire le tour de la parcelle et le lendemain, il n'y a plus un bouton. Elles ont tout bouffé. Vesse, là, les variétés il faut qu'on apprenne à manipuler des variétés couvrantes, mais pas trop, parce qu'il ne s'agirait pas qu'elles étouffent tout le reste du couvert quand même. Facélis, si j'en ai qui traînent, c'est pour moi pas indispensable. C'est pas très appétant, c'est joli. C'est joli, mais par contre, pour les brebis, c'est pas très appétant. Mais pour les insectes, peut-être. Donc s'il y en a, pourquoi pas, quoi. On peut y mettre du lin, on peut y mettre des choses comme ça, enfin un peu tout ce qui nous traite sous les mains, en fait. Mais l'essentiel, c'est d'avoir de la diversité. Et si on ne sait pas très bien pourquoi on met une espèce, les brebis choisiront dans tout ça et puis elles vont s'en débrouiller, de savoir s'il faut manger. Il faut leur faire confiance aux bestioles. Donc en conclusion, donc moi ça m'a permis de réduire le parc matériel. Donc maintenant j'ai plus besoin de grosses puissances, de réduire les intrants, donc fertilisation, etc. Donc plus du tout d'insecticides. Par contre, pour répondre aux ordures, toujours un petit peu de glyphosate. Et sans glyphosate du tout, dans quelques années on nous le supprime, ça va être plus compliqué. On va être juste plus polluant et on va remettre dans l'atmosphère le carbone qu'on a stocké. Mais bon, ça c'est pas moi qui décide. Il a fallu investir, mais surtout il a fallu apprendre. Et puis se lancer, quoi. Et le raisonnement économique et agronomique, maintenant que je le pense, sans système, je ne calcule pas mes marges brutes, je ne calcule pas tout ça. Pour moi, c'est un système global sur l'exploitation, et c'est les synergies de tout ça que j'essaie d'exploiter. Merci de votre attention.